sud de la France. Décembre 1959. La France gaulienne se modernise. Édith Piaf chante dans les postes de radio. Les 30 glorieuses battent leur plein. Ce soir-là, dans la vallée du Réran, les gens rentrent chez eux après le travail. Ils allument leur lumière. Ils préparent le dîner. Dehors, il pleut depuis des jours, mais c'est la Côte d'Azur en hiver. La pluie, ça va, ça vient. Personne ne s'inquiète vraiment. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à 11 km en amont, un mur de béton de 66 mètres de haut est en train de craquer. Dans quelques heures, 50 millions de mètres cubes d'eau vont se déverser dans la vallée. À 20 et 1h13 précises, un bruit sourd va déchirer la nuit. Puis, le silence. Puis un grondement qui va se rapprocher. De plus en plus fort, de plus en plus proche. Un mur d'eau de 40 mètres de haut dévalant la vallée à 70 km/h. 423 personnes ne verront jamais le matin. Ceci est l'histoire de Malpasset, le jour où la France a découvert que la modernité avait un prix. Et que ce prix, c'était le sang. Mercredi 2 décembre 1959, 7h du matin. Dans un petit appartement de Fréjus, une femme du nom de Marie-Claude prépare le café. Son mari, André, est déjà parti au chantier naval de Toulon. Leurs 2 enfants dorment encore. Elle regarde par la fenêtre. Il pleut. Encore. Ça fait 5 jours que ça tombe sans s'arrêter. Les rues de Fréjus brillent sous l'eau. Les caniveaux débordent. Mais bon, c'est le sud. On a vu pire. Elle ne sait pas qu'en amont, dans les collines au-dessus de la ville, le barrage de Malpasset est en train de se remplir à une vitesse jamais vue. Elle ne sait pas que les ingénieurs commencent à s'inquiéter. Elle ne sait pas que dans 14 heures, son appartement n'existera plus. Le barrage de Malpasset. Un nom qui ne disait rien à personne avant ce soir-là. Un ouvrage inauguré 5 ans plus tôt, en 1954. Un joyau de l'ingénierie française. Une arche élégante de 66 mètres de haut, 223 mètres de long. Construit pour alimenter en eau les villes de la côte. Fréjus, Saint-Raphaël, toute la région. Un symbole de modernité, de progrès, de maîtrise de la nature. Mais voilà le problème avec la nature. Elle ne se laisse pas maîtriser. Depuis le 10 à 9 novembre, il pleut. Pas une petite pluie d'hiver, une pluie biblique. Des trompes d'eau qui s'abattent sur les Maures et les Stérelles. Le Réran, cette petite rivière tranquille qui se jette dans l'Argent, est devenue un torrent furieux. Et toute cette eau, elle va quelque part. Elle monte dans le lac de retenue du barrage. Le 2 décembre au matin, le niveau est déjà critique. 47 mètres de hauteur d'eau, presque au maximum de la capacité. Les vannes de décharge fonctionnent à plein régime, mais ça ne suffit pas. L'eau monte plus vite qu'elle ne peut être évacuée. Les ingénieurs du barrage surveillent. Ils mesurent, ils calculent, ils se disent que ça va tenir. Le barrage est récent, il est solide, il a été conçu par les meilleurs, il n'y a aucune raison de paniquer. Ce qu'ils ne voient pas, c'est la fissure, microscopique au début, dans le rocher, sous la fondation gauche du barrage, une faiblesse géologique que personne n'avait détectée lors de la construction. Une poche de gypse altérée, du plâtre en quelque sorte, là où il aurait dû y avoir du granit solide, et la pression monte. Tonne après tonne, millions de mètres cubes après millions de mètres cubes. À 10 à 9 heures, un agent de surveillance fait sa dernière ronde. Tout semble normal. Le barrage vibre un peu sous la pression, mais c'est prévu. C'est dans les calculs. Il rentre chez lui. Il n'a rien remarqué d'anormal. À 20 et 1 heure, dans les maisons de la vallée, les familles sont devant la télé. Les enfants font leurs devoirs. Les mères plient le linge. Les pères lisent le journal. La vie ordinaire d'un mercredi soir ordinaire. À 20 et 1h13, le barrage cède, pas progressivement, pas avec des signes avant-coureurs. D'un coup, comme une explosion. La fondation gauche se déchausse. Le rocher pourri, sous la pression, s'effondre. Et toute la structure, cette arche élégante, cette merveille d'ingénierie, se brise en morceaux gigantesques. 50 millions de mètres cubes d'eau. Imaginez, 50 millions. Le lac entier. Toute cette masse retenue depuis des années, libérée en quelques secondes. Un mur d'eau de 40 mètres de haut, plus haut qu'un immeuble de 10 étages.
dévalant la vallée du Réran à 70 km/h, emportant tout sur son passage. Arbres, rochers, terre, maisons. Le bruit était indescriptible. Ceux qui ont survécu en parlent encore avec terreur. Pas le bruit de l'eau, quelque chose de plus profond, de plus terrible. Le bruit de la terre qui se déchire, du béton qui explose, de la montagne entière qui hurle. Dans la vallée, les gens entendent. Ils lèvent la tête. Ils se demandent ce que c'est. Un orage? Un tremblement de terre? Ils n'ont pas le temps de comprendre. À Malpasset même, le hameau juste en dessous du barrage, les premières victimes n'ont aucune chance. Le mur d'eau les frappe en pleine nuit. Les maisons sont pulvérisées instantanément. 23 personnes disparaissent en quelques secondes. Effacées, comme si elles n'avaient jamais existé. L'eau continue. Elle dévale la vallée. Elle emporte un pont, puis un autre. Elle arrache les vignes. Elle détruit une usine électrique. Elle engloutit des fermes isolées. Des familles entières disparaissent sans un cri. À 20 et 1h30, 10 à 7 minutes après la rupture, la vague atteint Fréjus. Marie-Claude est dans sa cuisine. Elle entend le grondement. Elle pense à un train. Mais il n'y a pas de train qui passe par là. Elle va à la fenêtre. Elle voit quelque chose d'impossible. Une masse sombre, haute, qui avance vers elle, qui se rapproche. Trop vite, beaucoup trop vite. Elle hurle. Elle appelle ses enfants. Elle court vers leur chambre. Elle n'a pas le temps. L'eau fracasse le mur de leur immeuble comme du papier. Marie-Claude, ses 2 enfants et 53 autres personnes de leur quartier meurent noyées dans leurs appartements. Leur immeuble s'effondre. Il ne restera rien. Juste des décombres mélangés à la boue. Dans d'autres quartiers, la même scène se répète. Des centaines de fois. Des familles surprises. Des gens qui dorment. Des enfants dans leur lit. Des personnes âgées qui ne peuvent pas courir. L'eau entre par les fenêtres, par les portes. Elle monte. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. En quelques minutes, un homme, François, 34 ans, se souvient d'avoir été arraché de son lit par la force de l'eau. Il a été projeté contre un mur. Il s'est accroché à une poutre. L'eau montait. Il voyait les meubles flotter autour de lui. Il entendait les cris, puis le silence. Juste le bruit de l'eau qui continuait à monter. Il a tenu, pendant des heures, cramponné à cette poutre, dans le noir total, sans savoir si l'eau allait s'arrêter ou s'il allait mourir noyé. Au petit matin, quand les secours l'ont trouvé, il ne pouvait plus parler. Il tremblait. Ses mains étaient en sang à force de s'accrocher. Une petite fille de 7 ans, Sylvie, a été arrachée des bras de sa mère par la vague. Elle a été emportée, ballottée dans l'eau noire, pleine de débris, de boue, de tout ce que le déluge avait arraché à la vallée. Elle a fini accrochée dans un arbre, à 3 km de chez elle, inconsciente. Les secouristes l'ont trouvée au matin. Elle a survécu. Sa mère, son père, ses 2 frères, non. Le quartier de Lagachon, près de l'embouchure du Réran, a été rayé de la carte. 79 personnes y vivaient. 53 sont mortes. Les maisons ont été arrachées de leurs fondations. Certaines ont été retrouvées des kilomètres plus loin. D'autres ont simplement disparu, dissoutes dans le torrent. Et puis il y a eu le camping de Lagachon, en bord de mer, des familles en vacances, des retraités dans leurs caravanes, des gens qui profitaient du calme de la côte en hiver. Ils ont été les derniers touchés. Vers 22 heures, 1 heure après la rupture du barrage, l'eau était encore puissante, encore mortelle. Elle a déferlé sur le camping sans prévenir. Les caravanes ont été renversées comme des jouets. Certaines ont été emportées jusqu'à la mer. On retrouvera des corps flottants dans la Méditerranée pendant des jours. Une caravane, avec une famille de 4 personnes à l'intérieur, a été retrouvée à 400 mètres du rivage, dans l'eau, écrasée, tous morts. À minuit, tout est terminé. Le lac de Malpasset est vide. Les 50 millions de mètres cubes se sont déversés dans la vallée. L'eau continue de s'écouler vers la mer, mais la vague, elle, est passée. Ce qui reste, c'est le silence. Et la boue. Des kilomètres de boue. Les survivants sortent. Ceux qui le peuvent. Ils découvrent un monde qu'ils ne reconnaissent plus. Des quartiers entiers ont disparu. Des rues qu'ils empruntaient chaque jour n'existent plus. Les repères qu'ils avaient depuis toujours
ont été effacés. Un homme décrit avoir marché pendant 1 heure avant de réaliser qu'il était à 200 mètres de chez lui. Tout avait tellement changé qu'il ne reconnaissait plus rien. Les appels au secours commencent. Dans le noir, dans la boue, des voix qui crient, des enfants qui pleurent, des blessés qui ne peuvent pas bouger, mais les secours ne peuvent pas arriver. Les routes sont coupées, les ponts sont détruits, les lignes téléphoniques sont mortes. Fréjus est isolé. Les premiers secours qui arrivent viennent de la mer. Des bateaux de la Marine nationale basés à Toulon. Ils accostent au petit matin du 3 décembre. Ce qu'ils découvrent les marque à vie. Un officier, interrogé des années plus tard, dira qu'il avait fait l'Indochine, qu'il avait vu la guerre, qu'il pensait avoir tout vu, mais rien ne l'avait préparé à ça, à cette boue qui recouvrait tout, à ces corps qu'on retrouvait coincés dans des arbres, dans des voitures, sous des décombres, à ces enfants morts serrés dans les bras de leur mère. Les soldats creusent, à la main, avec des pelles. Ils cherchent des survivants. Ils en trouvent quelques-uns, pas beaucoup. La plupart du temps, ils trouvent des morts. Le bilan s'alourdit heure après heure. 50 morts, 100, 200, 300. Les corps s'accumulent. Il faut les identifier. Certains sont méconnaissables. Défigurés par la violence de l'eau et des débris. Des familles entières ont disparu. Personne pour les identifier. Personne pour les pleurer. Le 5 décembre, on atteint 423 victimes confirmées. Mais on sait que certains corps ne seront jamais retrouvés, emportés jusqu'à la mer, ensevelis sous des tonnes de boue, disparus pour toujours. 423 morts. Dans une ville de 10 à 8 000 habitants. Un Fréjusien sur 42. Tout le monde connaît quelqu'un qui est mort. Tout le monde a perdu un voisin, un collègue, un ami, un membre de sa famille. La France entière est sous le choc. C'est la une de tous les journaux. Les actualités cinématographiques montrent les images de désolation. Le général de Gaulle se déplace. Il vient constater. Il promet que les coupables seront jugés, que la France n'oubliera pas. Mais qui sont les coupables? L'enquête commence immédiatement. Des experts arrivent sur place. Ils examinent les ruines du barrage. Ils analysent les calculs. Ils étudient la géologie. Ils cherchent à comprendre comment c'est arrivé. Ce qu'ils découvrent est terrible. Le barrage a été construit sur une faille géologique. Une poche de gypse altérée, un matériau friable, instable, qui n'aurait jamais dû supporter une telle pression. Les études géologiques préalables étaient insuffisantes. On n'avait pas assez creusé. On n'avait pas assez vérifié. Et il y a pire. Lors de la construction, des fissures étaient apparues. Des techniciens avaient alerté. Ils avaient dit que quelque chose n'allait pas. On les avait ignorés. On leur avait dit de se taire. Que le barrage était conçu par les meilleurs ingénieurs de France. Qu'il n'y avait aucun risque. Le procès aura lieu en 1964. L'ingénieur en chef du barrage, André Coyne, une légende de l'ingénierie française, est mort en 1960. Il ne sera jamais jugé. D'autres seront condamnés. Des peines légères, des amendes dérisoires. Rien qui ne ramènera les 423 morts. Pour les survivants, la vie continue, difficilement. Des centaines de familles se retrouvent sans logement. L'État construit des logements provisoires. Certaines familles y resteront des années. Les traumatismes sont profonds. Les enfants font des cauchemars. Ils ont peur de l'eau. Ils ont peur de la pluie. Ils ont peur du bruit. Pendant des années, chaque orage déclenche des crises de panique. Les adultes portent d'autres cicatrices. La culpabilité du survivant. Pourquoi moi? Pourquoi ai-je survécu alors que mon voisin est mort? Ces questions sans réponse qui hantent les nuits. Fréjus se reconstruit. Lentement. Les quartiers détruits sont rebâtis. On élargit les rues. On construit des digues. On veut être prêt si ça devait se reproduire. Mais au fond, tout le monde sait que ça ne se reproduira pas. Parce qu'il n'y a plus de barrage. Les ruines de Malpasset sont toujours là, abandonnées. Les blocs de béton gigantesques gisent dans le lit du Réran. Certains pèsent des centaines de tonnes. Ils n'ont jamais été déplacés. Trop lourds, trop difficiles. On les a laissés là, comme un monument, comme un avertissement. Aujourd'hui, on peut les visiter. Des panneaux expliquent ce qui s'est passé.
Des photos montrent le barrage avant et après. Des plaques commémoratives portent les noms des victimes. Tous les ans, le 2 décembre, Fréjus se souvient. Il y a une cérémonie au cimetière. Les survivants se rassemblent. Ils sont de moins en moins nombreux. Certains ont plus de 80 ans maintenant. Mais ils viennent. Ils déposent des fleurs. Ils se recueillent. Ils se souviennent. Ils se souviennent du bruit. De cette nuit où le monde a basculé. De leurs voisins disparus. De leurs amis morts. De leurs familles brisées. Mais ils se souviennent aussi d'autres choses. De la solidarité. Des marins qui ont creusé dans la boue pendant des jours. Des pompiers venus de toute la France. Des gens ordinaires qui ont ouvert leurs maisons aux rescapés, qui ont partagé leur nourriture, qui ont pris soin des orphelins. Il y a cette histoire d'un boulanger de Fréjus. Son magasin avait été épargné. Le lendemain de la catastrophe, alors que personne ne savait vraiment ce qui se passait, il a ouvert. Il a fait du pain et il l'a donné, gratuitement, à tous ceux qui passaient, pendant des jours, jusqu'à ce que les secours organisés prennent le relais. Il y a cette histoire d'un instituteur qui a recueilli 15 enfants orphelins, chez lui, sans rien demander. Il les a nourris, habillés, réconfortés. Certains sont restés des mois. Il y a ces dizaines de familles qui ont accueilli des inconnus, qui ont partagé leurs chambres, leurs repas, leur vie, parce que c'était ce qu'il fallait faire. La catastrophe de Malpasset a changé la France. Après 1959, les normes de construction des barrages ont été revues. Les études géologiques sont devenues beaucoup plus poussées. Les contrôles, plus stricts. On a créé des systèmes de surveillance, des protocoles d'urgence. Aujourd'hui, la France compte plus de 500 grands barrages. Ils sont parmi les mieux surveillés au monde. Parce que Malpasset a appris à la France qu'on ne peut pas jouer avec la nature, qu'un barrage n'est jamais acquis, qu'il faut être humble face aux forces qu'on prétend maîtriser. Mais la vraie leçon de Malpasset n'est pas technique, elle est humaine. Elle nous rappelle que le progrès a un prix, que la modernité ne nous protège pas de tout, que les catastrophes arrivent, même dans les pays développés, même avec les meilleurs ingénieurs, même quand on pense avoir tout prévu. Elle nous rappelle aussi ce qu'il y a de meilleur en nous, cette capacité à se serrer les coudes quand tout s'effondre, à partager quand on a peu, à donner quand on pourrait garder, à se battre pour sauver des inconnus comme on se battrait pour sa propre famille. Les survivants de Malpasset sont vieux maintenant. Leurs enfants racontent l'histoire. Leurs petits-enfants l'ont entendu. Mais ce n'est pas pareil. On ne peut pas vraiment comprendre si on n'y était pas, si on n'a pas entendu ce grondement, si on n'a pas vu ce mur d'eau, si on n'a pas senti cette terreur. C'est pour ça qu'il faut raconter, encore et encore, pas pour faire peur, pas pour dramatiser, mais pour se souvenir, pour honorer les 423 vies perdues cette nuit-là, pour leur dire qu'on ne les a pas oubliées, et pour nous rappeler à nous-mêmes que ça peut arriver, que la catastrophe est toujours possible, qu'il faut être vigilant, qu'il faut être humble, et qu'il faut être prêt à s'entraider quand ça arrive, parce que c'est ça, au fond, l'histoire de Malpasset. Ce n'est pas juste l'histoire d'un barrage qui s'effondre, c'est l'histoire de ce qui se passe après, quand la poussière retombe, quand l'eau se retire, quand il ne reste plus que les survivants et les morts. C'est l'histoire de gens ordinaires confrontés à l'extraordinaire, et qui ont choisi de ne pas abandonner, de reconstruire, de continuer. 423 personnes sont mortes à Malpasset, mais des milliers ont survécu, et ils ont porté cette mémoire, ils l'ont transmise, pour que nous n'oublions jamais. Quelque part dans les collines au-dessus de Fréjus, les ruines du barrage de Malpasset gisent toujours dans le lit du Reyran. Le béton s'effrite lentement, la nature reprend ses droits, les arbres poussent entre les blocs. L'eau coule, paisible maintenant. Mais si vous vous arrêtez là, si vous fermez les yeux, si vous écoutez bien, vous entendrez peu être l'écho de cette nuit de décembre 1959, le grondement, les cris, et puis, juste après, le silence. Ce silence qui nous rappelle que tout peut basculer en un instant. Et que la seule chose qui reste, quand tout le reste s'effondre, c'est nous, les uns avec les autres. Si vos parents ou grands-parents ont vécu la catastrophe de Malpasset, partagez leur histoire dans les commentaires. Et abonnez-vous pour nous aider à atteindre 1000 abonnés. Chaque like et chaque commentaire compte vraiment.
Merci d'être là.